Monsieur le Président, cher Jean-Paul Delevoye, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire le plaisir que j'ai à vous retrouver, et c'est très volontiers que j'ai répondu à l'invitation de votre Président. J'ai voulu m'exprimer devant vous, tout à la fois pour vous témoigner l'attachement que je porte à votre institution, mais également parce que cette institution vient de vivre une période de très grands changements. C'est un nouveau chapitre de l'histoire de ce Conseil qui s'est ouvert avec la révision constitutionnelle, puis la loi organique, qui ont modifié en profondeur votre champ de compétences ainsi que votre organisation. L'idée étant de vous permettre de mieux répondre aux nouveaux défis de notre société. Avec l'approfondissement des droits du Parlement, l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel, la création prochaine du Défenseur des droits, la réforme de votre Conseil illustre clairement notre politique de renforcement des libertés publiques et de rénovation de notre démocratie. Votre Conseil occupe une place à part dans nos institutions. Troisième assemblée reconnue par la Constitution. Elle représente l'instance d'expression des différentes composantes de ce qu'on appelle la société civile. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. N'ayons pas le sentiment, bien que chef des armées, d'appartenir à la société militaire. Et si c'est la société politique, je ne vois pas en quoi elle n'appartiendrait pas, elle aussi, à la société civile. Mais enfin, disons qu'après des siècles marqués par la suprématie de la souveraineté populaire, et disons les choses, une hostilité au corps intermédiaire. L'idée d'une association de cette société civile dans sa diversité au processus de décision politique s'est concrétisée avec la création dès 1925 du Conseil national économique. Pour autant, l'existence même d'une instance consultative représentant les forces vives de la nation a continué à faire l'objet d'innombrables débats tout au long de la IVe République et jusqu'en 1958. Alors, après 50 ans d'existence, je me réjouis que ces débats soient désormais assez largement derrière nous. La méfiance originelle entre d'un côté les représentants du peuple élu et d'un autre côté les représentants des forces économiques et sociales n'est heureusement plus de mise. Le Conseil économique, social et environnemental est à présent définitivement ancré dans notre paysage institutionnel et il concrétise la conviction largement partagée que l'amélioration de la définition de l'intérêt général ne passe pas par une opposition des individus et des groupes, mais bien sûr par la recherche constante d'une conciliation de ce qui était auparavant opposé. C'est cela qui doit faire toute la spécificité et la richesse de votre institution, votre capacité à sortir des postures, et Dieu sait que notre pays les adore, postures parfois de mise dans le débat politique, votre capacité à explorer des solutions nouvelles, à réaliser une synthèse des différents points de vue de la société pour éclairer les décideurs. Les exemples de contribution de votre Conseil sont nombreux. Je n'en retiendrai qu'un, c'est votre avis sur la modernisation du dialogue social qui a fait évoluer les positions des uns et des autres pour nous permettre d'aboutir à la position commune d'avril 2008. Pour autant, si plus personne aujourd'hui ne remet en cause l'existence de votre Conseil, les profonds changements intervenus depuis 1958 rendaient absolument indispensable une évolution de cette institution. Et je m'en étais convaincu moi-même en venant vous rendre visite il y a quelques années. En même temps, c'est vrai, le Conseil économique et social n'occupait pas toute la place qui devait être la sienne. Ce n'est faire injure à personne que de le dire. Et c'est tout le sens de la triple rénovation que nous vous avons proposée. Rénovation des compétences. Le temps était venu que votre Conseil accorde une place à tous ceux qui concourent au quotidien à la protection de l'environnement
et à la gestion des espaces naturels. Et c'est pour assurer cette représentation à tous les niveaux de décision que l'identification d'un pilier environnemental, pour reprendre l'expression du Grenelle de l'environnement, chère Nathalie, sera prochainement déclinée au sein des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Rénovation dans le fonctionnement de votre conseil. Désormais, le Parlement, mais aussi les citoyens, par voie de pétition, pourront vous saisir. C'est une véritable révolution dans la logique de ce que nous avons mis en œuvre pour la saisine du Conseil constitutionnel. Vous serez davantage connus parce que le peuple pourra vous saisir et le Parlement pourra vous saisir. Rénovation, enfin, dans votre composition, afin de prendre en compte les évolutions majeures de notre société. La réforme a permis d'ouvrir le Conseil à des catégories qui étaient jusqu'à présent peu ou pas représentées. Associations agissant dans le champ de l'environnement, étudiants, jeunes, représentants de l'économie solidaire, représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, mais enfin qu'il ait fallu attendre 2009 pour que cesse un scandale. Ce scandale étant la surreprésentation masculine, 80% contre 20%. De votre conseil, il était peut-être venu le temps de faire rentrer la nécessité de la parité dans cette institution censée représenter la société dans sa diversité. On gagne en crédibilité en s'imposant des règles que l'on défend par ailleurs pour les autres. Et je veux souligner que le gouvernement et le Parlement, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ont refusé une facilité qui aurait consisté à augmenter le nombre des membres du Conseil. Nombreux furent les conseilleurs qui m'ont recommandé d'augmenter massivement. Moi, j'ai préféré faire des choix. Alors, j'ai bien compris, c'est pas sage. Et je ne suis pas sûr que c'est intelligent. Mais enfin, je rajouterai un critère. C'est cohérent. Je pense que la légitimité se dilue dans des assemblées trop nombreuses. Et votre assemblée sort renforcée d'une modification de la composition à effectif constant. Moderniser, le Conseil est légitimement doté de nouvelles ambitions, notamment dans le domaine prioritaire de l'évaluation des politiques publiques. C'est un chantier, Monsieur le Président, absolument essentiel. Le Conseil doit jouer un rôle moteur pour promouvoir et incarner ce que nous n'aimons pas faire en France, la culture de l'évaluation. Et j'étais très heureux de vous entendre. En France, quand il y a un débat, on s'affronte avec une violence considérable, puis on vote. Et le débat est terminé. Et plus personne n'en parle. Voulez-vous des exemples? Souvenons-nous du courage de Madame Veil au moment de la loi qui rendait à la femme la propriété de son corps. Débat innombrable. Une fois que ça a été voté, c'est comme si le sujet était sorti de la vie politique. Décision de François Mitterrand sur la peine de mort. Affrontement passionnant et passionnel. C'est voté. Qui en parle aujourd'hui et qui le remettrait en cause? Décision du général de Gaulle sur la décolonisation, ça a duré un peu plus longtemps, mais enfin, affrontement violent. Qui l'a remis en cause? Et que dire devant le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Ollier? Des débats innombrables sur des lois qui suscitent des oppositions. Elles sont votées, plus personne n'en parle. C'est bien d'une certaine façon, mais c'est mal d'une autre. L'évaluation, l'utilité, au final, entre ce que disaient les uns et les autres, quelle est la part de la vérité? Les faits permettent de trancher. Il n'y a pas cette culture de l'évaluation. Et que dire récemment de la réforme des retraites, dont il me semble qu'elle a conduit à certains affrontements? Lisez la presse, écoutez la radio.
Regardez la télévision. Qui parle de cette réforme votée il y a 2 mois? Je ne dis ça ni pour m'en réjouir, ni pour le regretter. Je dis simplement, c'est une réalité. Nous devons intégrer dans nos pratiques cette culture systématique de l'évaluation, qui permettra d'ailleurs au pays de voir qui avait raison et qui s'est trompé, à l'aune des faits et non pas des postures. Pour nous, Monsieur le Président, la priorité pour 2011 sera de consolider la sortie de crise. 3 millions de Français ont bénéficié d'un des outils de notre politique pour l'emploi. Les résultats sont là. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté en France depuis 2008 de près de 20%. C'est évidemment beaucoup trop, mais je voudrais rappeler qu'au cours de la même période, le nombre des demandeurs d'emploi a augmenté de 50% au Royaume-Uni, de 100% aux États-Unis et de 121% en Espagne. Pour nulle satisfaction de mon point de vue. Un chômeur, c'est un chômeur de trop. Mais mon devoir de chef de l'État, c'est de dire aux Français de regarder leur modèle économique et social, de le regarder avec les yeux de la réalité, sans excès d'optimisme, mais également sans excès de pessimisme. Si les chiffres étaient inversés, si c'est en France que le chômage avait augmenté de 121%, croyez-vous qu'on m'épargnerait la litanie du rappel de ce chiffre? Je ne me réjouis pas de ces 20% d'augmentation, mais je dis simplement que notre modèle, si souvent critiqué, a permis, dans la crise, de mieux résister qu'ailleurs. Alors, dans ce domaine, comme dans d'autres, l'État n'a pas agi seul. La plupart des outils qui ont été mis en place pour amortir le choc de la crise, l'activité partielle, le fonds d'investissement social, le contrat de transition professionnelle, ont été, Monsieur le ministre du Travail, conjointement élaborés avec les partenaires sociaux, dont je me plais à saluer inlassablement le sens des responsabilités dans un contexte extrêmement difficile. Les partenaires sociaux ont leurs exigences, le gouvernement a les siennes, mais dans la crise, le choix du dialogue et de la responsabilité l'a toujours emporté, même quand on était en désaccord. Alors, j'ai bien noté que la sagesse, c'est d'éviter les problèmes, mais il y a des moments où les problèmes vont tellement vite qu'on a du mal à les éviter. Alors évidemment, on peut toujours s'esquiver, mais derrière, il y a le successeur, qui lui peut également s'esquiver. Mais derrière lui, il y a un autre successeur, qui peut également s'esquiver. Mais il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui ne peut plus s'esquiver. Et c'était toute la question qui nous a occupés. Alors certains, Monsieur le Président, prétendent que le dialogue social n'est plus possible après la réforme des retraites. Je ne partage pas cet avis. Je suis convaincu, au contraire, qu'au travers du dialogue social, nous pouvons avancer sur un certain nombre de sujets. Et je me réjouis que les partenaires sociaux, très nombreux au sein de votre institution, aient annoncé leur intention d'ouvrir cette année un nouveau cycle de négociation. L'emploi des seniors. Avec Xavier Bertrand, nous en avons fait notre priorité, car c'est une véritable révolution culturelle que notre pays doit accomplir pour stopper ce gâchis fantastique, économique, social, humain, insupportable, que représente depuis 3 décennies l'éviction des salariés du marché du travail passé 50 ans. Et je me réjouis profondément d'un chiffre que je vais marteler. Depuis 2007, le taux d'emploi des 55-59 ans a augmenté en France de 4 points. Nous sommes enfin revenus, il n'y a pas lieu de triompher, dans la moyenne européenne, ce qui prouve qu'il n'y avait pas de fatalité, malgré la crise, malgré le chômage,
Le taux d'emploi a augmenté pour les 55-59 ans de 4 points. Je suis convaincu que nous progresser encore. Je n'ai jamais cru au partage du temps de travail. D'ailleurs, si ça marchait, ça se saurait, et un pays au monde l'aurait expérimenté. Et cette idée que quand on enlève un emploi à un quinquagénaire, on donne un emploi à un jeune, cette idée est une idée fausse. Je ne le dis en rien pour des raisons idéologiques. Je dis simplement que pendant 3 décennies, nous avons eu le plus grand nombre de jeunes au chômage et le plus petit nombre de quinquagénaires au travail. Si cette idée était juste, on aurait dû avoir le plein emploi chez les jeunes et l'activité modérée chez les quinquas. Là encore, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, de syndicat ou de patronat, d'opposition ou de majorité, c'est une question, comment disions-nous, d'évaluation. Et ce sont les faits qui tranchent entre nous. Peu importe, et je serai le premier à reconnaître que j'ai eu tort si les faits me donnent tort. Mais il est un moment où la spécificité française ne peut pas consister à contester les faits et à persévérer dans l'erreur. L'autre chantier sur lequel, avec Xavier Bertrand, nous attachons une grande importance, c'est celui de notre sécurité sociale professionnelle. Au fond, comment aider un salarié à rebondir en cas de perte d'emploi? Je voudrais que nous mettions en place un système plus efficace en termes de retour à l'emploi. Comprenez-moi bien. Dans les débats, je vois chacun se mobiliser pour une meilleure indemnisation du chômage. Je le comprends. Et vous avez raison, c'est une question de justice. Mais le but n'est pas qu'on souffre moins au chômage. Le but, c'est que quand on est au chômage, on retrouve un emploi. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais la vraie réponse au chômage, c'est le retour à l'emploi. Ce n'est pas l'accompagnement du chômeur pour que le chômage fasse moins mal. Le chômage est une horreur, c'est une aliénation. Donc mobilisons-nous, non pas sur la diminution de la douleur quand on est au chômage, mais sur la rapidité avec laquelle la société va permettre à une femme ou à un homme de sortir de ce chômage pour retrouver un emploi. Et mobilisons-nous alors sur le bien-être au travail, car il n'y a pas de bien-être dans le chômage. Et puis, je voudrais que nous travaillions également sur l'accompagnement des victimes du licenciement économique qui, de mon point de vue, Monsieur le ministre, devraient pouvoir bénéficier d'un dispositif unique d'accompagnement. Bon, on a expérimenté le contrat de transition professionnelle, les organisations syndicales ont mis en place d'ailleurs quelque chose d'à peu près similaire, mais n'est-il pas venu le temps d'avoir un seul dispositif plutôt que 2, valable et applicable sur l'ensemble du territoire national? Tous les jours, on parle de justice et d'égalité. C'est bien. Mais est-il juste que le dispositif de retour à l'emploi, d'accompagnement du chômeur, ne soit pas le même selon qu'on soit au nord ou au sud, qu'on soit dans tel bassin d'emploi ou dans tel autre? La question mérite d'être posée. Enfin, 2011, nous allons mettre la priorité sur l'emploi des jeunes. Et je n'ai pas demandé au ministre, Xavier Bertrand, un énième plan. Permettez-moi de vous le dire, nous n'avons pas besoin de commission. Là. Il suffit de regarder ce qui marche, ce qui a fait la preuve de son efficacité dans tous les pays au monde. Qu'est-ce qui marche? L'alternance. Et le chiffre crucial sur les 16-20 ans, en Allemagne, les 2/3 des 16-20 ans ont une formation en alternance. Les 2/3. En France, 1/3. Voilà où se joue la différence. Voilà le mal français, pour reprendre une expression qui avait fait Flores. Et pour moi, l'accès à un emploi sera toujours privilégié par rapport à l'octroi d'une allocation de subsistance, synonyme
d'assistanat, synonyme de renoncement. Le vrai droit, c'est celui d'avoir une formation et un emploi. Et le véritable objectif social, c'est celui de l'emploi et de la formation. Mon souhait est que nous puissions avancer, Monsieur le ministre, avec nos partenaires le plus rapidement possible. Alors au-delà, il nous faut renforcer la compétitivité de notre économie en misant sur l'innovation et le développement durable. La crise n'a pas eu que des effets négatifs, ayons le courage de le reconnaître. Elle a eu beaucoup d'effets négatifs. Elle a provoqué beaucoup de souffrances, la crise. Mais elle a remis en cause nombre de certitudes. Elle a montré qu'une régulation du capitalisme est indispensable. Elle a montré que le seul jeu des forces de marché ne pouvait apporter la stabilité. Elle a montré surtout que nos vieux pays étaient désormais soumis, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, à une concurrence de plus en plus intense à laquelle il faut se faire. On peut protester, les autres continueront d'avancer. La seule question qui se pose, est-ce que nous voulons avancer nous aussi et à la même vitesse que les autres? Ne perdons pas une minute de notre énergie à dénoncer la vitesse des autres. Mobilisons toute notre énergie à augmenter la vitesse de notre économie. Dans ce monde en profonde mutation, la France ne tiendra son rang qu'en avançant résolument, je pèse mes mots, vers une intégration économique européenne plus poussée. Cette intégration doit guider nos priorités. Première de ces priorités, le redressement de nos finances publiques. Ça fait 35 ans que nous présentons un budget en déficit. Doit-on continuer ou faut-il redresser la situation? La méthode employée par le gouvernement est, me semble-t-il, claire. Pour réduire nos déficits, il n'y a qu'un seul axe, la réduction de nos dépenses. Et bien sûr, son corollaire, la réduction des niches fiscales inutiles. Je prends mes responsabilités, je refuserai absolument la perspective d'une augmentation générale des impôts. Non pour des raisons idéologiques, mais tout simplement parce que l'augmentation des impôts tuerait notre compétitivité. J'étais hier dans les usines Airbus. Est-ce que vous croyez qu'augmenter les impôts sur Airbus nous permettra de vendre plus d'avions? Et alors qu'on me presse tant, à juste raison, sur la question du pouvoir d'achat des salariés, est-ce qu'on considère qu'une bonne augmentation des impôts favorisera le pouvoir d'achat des salariés? Ah, bien sûr, j'entends. Il faut faire payer les impôts par les riches. Bon. Le problème, c'est qu'on vient à la définition. Parce qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est toujours les classes moyennes qui sont touchées. Ceux qui sont trop pauvres pour être riches et trop riches pour être pauvres. Notre principal concurrent, notre principal partenaire, notre principal ami a 8 points de prélèvement obligatoires de moins que nous. Donc il n'y a qu'une seule voie. Nous devons réduire nos déficits, et pour réduire nos déficits, nous devons réduire nos dépenses. J'avais une réunion avec le ministre de l'Éducation nationale, encore ce matin, je voyais les chiffres. Depuis le début des années 90, près de 600 000 élèves en moins dans l'éducation nationale, 45 000 emplois en plus. Je ne conteste pas, je dis évaluons, regardons, parlons des faits. Depuis le début des années 90, 1 million d'emplois publics en plus. Je n'ai pas le souvenir que la France était sous-administrée à l'époque de M. Mitterrand par rapport aux autres grands pays. Et ce n'est pas une question
d'idéologie. Les fonctionnaires font un travail remarquable. Nous avons une administration de qualité. Nous avons une administration honnête. Nous avons une administration compétente. Et nous avons une administration dévouée. Et pour moi, l'administration, Monsieur le Président, ce sont les trois administrations nationales, locales et bien sûr hospitalières. Mais nous avons un problème d'équilibre de nos dépenses et de nos recettes. Alors naturellement, il faut s'occuper du volet recettes, trouver un niveau élevé de croissance. Là aussi, je veux donner des chiffres. L'année dernière, à cette même époque, je présentais mes vœux. Et je disais, vous verrez, 2010 sera l'année de la croissance retrouvée. Tous les experts, sceptiques, propos d'hommes politiques, ces promesses ne seront pas tenues. La Commission européenne, je parle sous contrôle de Christine Lagarde, elle-même, dans ses premières prévisions, annonçait pour la France une croissance de 0,2% en 2010. Nous aurons bientôt les chiffres. Nous serons au-dessus de 1,5. Là encore, je ne me satisfais pas, chère Christine Lagarde, de 1,5. Mais quelle différence avec ce qui nous était annoncé, martelé, répété, comme une vérité incontournable. Les faits ont démenti ces prévisions. Mais je regarde également ce qui ne va pas. Depuis la fin des années 90, notre solde extérieur s'est dégradé. Si l'on prend les 10 années 1998-2008, non pas par rapport à la Chine, mais dans la zone euro, notre part de marché dans les exportations de marchandises est passée de près de 17% à un peu plus de 13%. Ce sont des faits, mesdames et messieurs, qui ne me font pas plaisir. Ce n'est pas le produit d'une idéologie ou d'une posture. En 10 ans, quels que soient les efforts des entrepreneurs français, notre part dans les exportations européennes a reculé de près de 17% à un peu plus de 13%. Ces faits sont incontournables. Alors on peut les ignorer, mais on ne peut pas les contester. Je comprends qu'on les ignore. Dire ça n'a aucune importance. Parfait, c'est un choix. Mais on ne peut pas les contester, parce que ces chiffres sont incontestables. Et je n'ai pas été élu pour identifier les problèmes et les passer à l'avenir, mais pour les résoudre. Cette perte de compétitivité est liée à deux événements. Pas assez d'investissement et d'innovation. Pas assez d'investissement et d'innovation. Et l'impact des 35 heures. Je comprends parfaitement qu'on soit pour les 35 heures. Et je connais l'argument sur la réduction historique du temps de travail. Mais je pose la question. Nous avons le recul. Nous avons les chiffres maintenant. Quelles conclusions devons-nous en tirer? Est-ce que ce fut sur le plan économique bien pour la compétitivité de l'économie française, la croissance et les créations d'emplois? Qui peut répondre oui? Est-ce que ce fut bien pour le pouvoir d'achat, pour le salaire? Qui peut répondre oui? Donc il faut qu'on regarde ces problèmes. Je ne suis pas un obsédé du travail. J'aime les vacances. J'aime la détente. Même si je suis passionné par mon travail. Un peu particulier, il faut bien le dire. Mais cette réalité, j'aimerais tellement qu'on comprenne qu'au-delà de nos postures, il y a le destin de millions de gens qui dépendent de nous. Et que ça va bien au-delà des positions qu'on a pu prendre pour des raisons de bonne foi d'ailleurs, au début des années 2000. Mais nous sommes au début du XXIe siècle. Nous sommes sortis du siècle précédent. Nouveau monde, nouvelles idées. Et moi, je pense qu'entre femmes et hommes de bonne volonté, on doit pouvoir faire avancer les choses. Tout était focalisé, il y a 10 ans, sur la réduction du temps de travail.
Est-ce que vous ne croyez pas que nous gagnerions beaucoup, et vous pouvez nous aider, en focalisant l'essentiel sur la qualité de vie au travail? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le chantier de demain? Moi, je pense que c'est le chantier de demain, qui consiste à raisonner non pas en quantité de travail, qu'il faudrait forcément réduire, mais en qualité de vie au travail, qui est beaucoup plus important. Permettez-moi de vous le dire, 35 heures dans un travail où on n'a aucune qualité de vie, c'est bien pire que de travailler plus avec une qualité de vie supérieure. Est-ce que la société française ne s'est pas trompée, au fond, en ne voulant définir son rapport au travail qu'en termes de quantité et en oubliant de définir son rapport au travail en termes de qualité? Voilà un sujet de réflexion pour vous et d'action, Monsieur le Ministre, pour nous, et qui permettrait à ce moment-là de surmonter bien des différences et bien des postures et de poser le vrai sujet, celui de la qualité de vie au travail, qui est un sujet extrêmement important. Et je voudrais vous dire d'ailleurs, aux uns comme aux autres, qu'il ne m'appartient pas en propre. Ce sujet est un sujet qui nous appartient bien sûr à tous. Je voudrais, sans être trop long, mais ces sujets sont passionnants, vous l'avez compris, ils me passionnent, dire que j'attends du Conseil qu'il m'aide à convaincre les Français de donner et d'assumer une priorité claire à l'industrie. Je ne suis pas nostalgique. Oh non. Et j'aime visiter les laboratoires de nanotechnologie. Et je vois bien ce que les services peuvent apporter. Mais j'aimerais tellement convaincre que sans base industrielle, il n'y a pas de service aux entreprises, que l'industrie est à la base de tout. Aider l'industrie, c'est aider l'économie tout entière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons supprimé la taxe professionnelle, nous avons créé le crédit d'impôt recherche, nous avons créé un fonds souverain français et nous avons dopé les capitaux de zéro. La politique de reconquête de notre base industrielle est essentielle. Quand il y a eu la crise, j'ai voulu absolument un plan de soutien à l'automobile. Pourquoi ? Parce que l'automobile, c'est 10% de la population active française. 2 100 000 salariés. Et je ne peux pas me satisfaire que tel ou tel constructeur, avec des fonds publics, ou dont le capital est en partie public, n'ait comme seule stratégie que la délocalisation. Encore qu'il me faille être précis, la délocalisation, pour gagner des parts de marché, elle est légitime, profondément. Profondément. Mais la délocalisation, pour le dumping social, pour faire fabriquer des voitures qu'ensuite, à grands frais environnementaux, on ramènera en France, ça c'est illégitime. Et je me battrai sur cette ligne. Les délocalisations ne sont pas en soi une mauvaise chose. Naturellement que si on veut vendre des voitures en Inde, il va falloir apprendre à produire en Inde. Mais les voitures qu'on vend en France et dans les pays limitrophes, on doit pouvoir les fabriquer en France également. Un chiffre. À l'époque où la taxe professionnelle existait, rendez-vous compte qu'elle pesait 250 € par voiture produite en France. Fallait-il continuer ? Quand on construisait en France, on était pénalisé. Ce n'est pas la politique que je souhaite pour le gouvernement de la France. Les défis du développement durable sont devant nous. Enfin, aidez-nous à nous en saisir, aidez-nous à progresser vers une meilleure compréhension collective, vers la recherche d'une véritable croissance durable. Je n'ai en rien renoncé aux ambitions du Grenelle de l'environnement. En rien. Pour une raison simple, c'est que le Grenelle de l'environnement a toujours correspondu chez moi à une conviction profonde et non pas
à une opportunité. Nous allons développer les transports durables, mais nous voulons les développer sans pénaliser la route. Nous voulons les développer en investissant massivement dans les infrastructures. Cette année, 4 chantiers TGV ouverts. Ça fait 20 ans qu'il n'y avait qu'un chantier TGV ouvert. Cette année, pour la première fois, investissement dans les canaux. Tout le monde vantait le transport fluvial, pas 1 centime d'investissement dans le transport fluvial. Il y a aussi toute la question des futurs véhicules électriques et hybrides. Je ne veux pas abuser de votre patience. Simplement pour vous demander, sur la question de la biodiversité, de vous engager. Jamais les mesures de protection de la biodiversité n'ont connu l'ampleur qu'elles connaissent aujourd'hui. Je souhaite que vous soyez saisis dans les prochains jours par le gouvernement, chère Nathalie, d'une mission d'analyse et de réflexion sur les multiples décisions prises lors du récent sommet de Nagoya. Au-delà de la création d'un organisme équivalent au GIEC, mais qui serait dédié à la biodiversité, pour lequel la France s'est constamment battue ces dernières années, l'accord de Nagoya trace des perspectives majeures. J'entends fermement que la France demeure aux avant-postes du combat pour la préservation de la biodiversité. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un tic, ce n'est pas un truc, ce n'est même pas un toc, c'est simplement une conviction. Voilà. Donc, et là, les négociations internationales, qui ont d'ailleurs été excellemment menées par Nathalie Kosciusko-Morizet, nous donnent une opportunité formidable que votre Conseil s'en saisisse et que la France montre l'exemple. Enfin, dernière question, parlant sur le contrôle de Roselyne Bachelot, la réforme de la dépendance. Le vieillissement de la population et les souffrances du grand âge sont un sujet de préoccupation pour toutes les familles françaises, sans aucune exception. Bien souvent, j'entends dire « le débat politique se concentre sur des sujets qui n'intéressent personne et les sujets quotidiens, vous ne vous en saisissez pas. » Eh bien, voilà l'occasion et nous allons voir si médias, observateurs, commentateurs saisiront la perche tendue par le gouvernement. Qu'y a-t-il comme sujet plus préoccupant que celui dans une société où les femmes travaillent, où la taille des logements s'est réduite du fait de la cherté, où la vie est plus longue, de l'angoisse que l'on éprouve pour ses parents quand on a le bonheur de les avoir en vie, lorsque ceux-ci restent en vie, gardent leur dignité, mais ne sont plus en état d'assurer leur autonomie. Qu'est-ce qu'on fait? Lequel parmi vous, confronté à cette situation, pour lui-même ou pour ses parents, pourrait dire « Je le prends chez moi? Vous avez la place? Vous aurez quelqu'un pour s'en occuper ?» 20% des familles qui ont un membre de leur famille dépendant ont les moyens de payer une maison de retraite. 20%. Là encore, qu'est-ce qu'on fait? On attend? On ne bouge pas? Ou on prend le sujet à bras-le-corps? On trouve des recettes à une organisation qui permettra de faire face à ce gigantesque défi. Les conseilleurs n'ont pas manqué pour me dire de différer. Mais la retraite, ça ne t'a donc pas suffi. Voilà que tu veux t'attaquer maintenant à la dépendance. Ceux qui me disent ça n'ont pas compris l'état d'esprit qui est le mien. Je n'ai pas à m'excuser d'avoir voulu la réforme des retraites, parce qu'on ne s'excuse pas de faire son devoir, parce qu'on ne s'excuse pas d'assumer ses responsabilités. J'aurais beaucoup à m'excuser
si à la fin de mon mandat, je n'avais pas en conscience apporté des solutions à des problèmes que tout le monde connaît, dont les chiffres sont inscrits et sur lesquels il n'y a aucune chance, je dis aucune chance, que les choses ne changent. Alors bien sûr que c'est complexe, bien sûr que c'est difficile, mais à mes yeux c'est moins complexe que de faire se ruiner l'assurance maladie en refusant de voir que la dépendance et la maladie, ce n'est pas tout à fait la même chose et qu'il faut prévoir une organisation pour faire face à la dépendance. Même si, naturellement, chez Roselyne Bachelot, la définition de ce qu'est la maladie et de ce qu'est la dépendance reste à faire et à poser, je le sais parfaitement, raison de plus pour qu'on s'en occupe. Et les financements au service des maisons de retraite qui nous manquent, et les financements au service du personnel dont on a besoin pour les personnes âgées qui voudront rester à domicile. La question est clairement posée. Nous ne pouvons pas l'éviter. Il y aura bien sûr plusieurs écoles, et alors, c'est la démocratie. Mais il y a avoir une seule conviction, nous devons apporter des réponses à ce défi absolument gigantesque. Eh bien, je souhaite que votre Conseil apporte sa contribution à ce grand chantier. J'en fais la proposition à votre président. Le Premier ministre saisira officiellement votre institution dans les prochains jours. L'avis de votre Conseil, nourri des contributions de ces différentes sections, éclairera nos travaux et aidera à identifier les solutions. J'ai demandé au gouvernement et à Roselyne Bachelot de me remettre ces propositions d'ici l'été 2011 pour que nous puissions prendre les premières décisions à l'automne 2011. Vous voyez que le travail ne manquera pas pour votre Conseil. Mesdames et messieurs, j'en terminerai par ceci. Bien sûr, Monsieur le Président, vous avez eu raison. Nombreux étaient les intervenants qui m'ont dit « Profitons de la réforme constitutionnelle pour supprimer le Conseil économique ». Et je ne suis pas persuadé qu'en l'état de la situation, cela aurait provoqué une vague de protestation insurmontable. Pourtant, je n'ai pas voulu de cette suppression, parce que je crois à votre utilité. Et je voudrais terminer par là. Parce que je crois à l'utilité de lieux où des gens différents acceptent de se parler librement. Il n'y a pas tant de lieux que cela. Je crois à l'utilité de lieux où, même si vous avez été désigné par vos organisations, la dynamique du dialogue de ce Conseil vous permettra d'acquérir des marges de manœuvre par rapport à la dite organisation. Non pas pour la trahir, bien sûr, quelle idée, mais pour aller plus loin. Simplement parce que nous devons absolument, nous les Français, apprendre à mieux nous parler, à mieux nous écouter, à mieux nous comprendre. Ça ne veut pas dire que le dialogue est une fin en soi. Le dialogue n'est qu'un moyen. Bien souvent, j'entends tel ou tel intervenant dire « Quelle est la solution ? Dialoguer. » Ce n'est pas la solution, c'est le moyen. Ce n'est pas le point d'arrivée, c'est le chemin. Mais au bout du dialogue, doit y avoir la prise de décision. Sinon, on décrédibilise le dialogue. Le dialogue ne doit pas être compris comme une façon de repousser la décision. Le dialogue doit être compris comme une façon d'améliorer la décision. Donc on ne doit pas opposer dialogue et décision. Et si pour en terminer sur l'affaire des retraites, j'ai à un moment pris la décision et arrêté le dialogue, c'est parce que les positions étaient si différentes qu'il n'y avait aucune possibilité de les rapprocher et qu'il fallait décider. Et contrairement à ce que j'entends dire souvent, la prise de décision renforce le dialogue parce qu'elle le crédibilise.
Et l'absence de décision détruit le dialogue parce qu'elle le décrédibilise. Vous connaissez cette phrase sous la 4e République, quand on identifie un problème, on crée une commission. C'est très grave, parce que moi je crois au travail en commission. C'est très grave, parce que si le travail en commission, si le travail de dialogue ne fonctionne plus, alors c'est la violence et alors c'est l'affrontement. Je vais vous dire, j'espère que vous l'avez compris, que pour moi, venir m'exprimer devant vous, c'était un moment important. Et Monsieur le Président, vous voici à la tête d'une institution qui va jouer un très grand rôle. Nous vous avons donné de grandes compétences, un grand pouvoir. D'ores et déjà, votre agenda est chargé. Ma façon de vous présenter mes vœux, c'est de vous souhaiter beaucoup de travail pour 2011. Je vous remercie.